Merci beaucoup, chers amis. Je voudrais commencer par remercier profondément le docteur Abdelrahim Ali ainsi que Ahmed Youssef pour l'invitation qu'ils m'ont faite à participer à ce colloque. Je crois que nous sommes en France, a priori, que la France, normalement, est une terre de liberté et que dans les terres de liberté, on a le droit de tout dire et de débattre de tout. Et puis, je rappelle que la France est aussi un pays qui a inventé, d'une certaine façon, la laïcité. Laïcité, c'est un mot français qu'il est très difficile de traduire dans les langues étrangères, parce que ça n'est pas de l'athéisme militant, c'est pas la même chose. La laïcité, ça veut dire que chacun a le droit de conserver sa religion, mais dans sa sphère privée, sans l'imposer aux autres. Il s'agit en fait d'une espèce de savoir-vivre en commun. Alors, le thème qui m'a été dévolu, c'est de parler fondamentalement des relations bilatérales entre la France et le Qatar, et j'évoquerai devant vous les privilèges du Qatar en France et son ingérence dans la politique française, avec trois grands chapitres: les privilèges dont le Qatar dispose en France, premier chapitre; deuxième chapitre, l'ingérence du Qatar dans la politique française; troisième chapitre, l'influence du Qatar sur la diplomatie française. S'agissant des privilèges dont dispose le Qatar en France, j'en citerai deux essentiels. D'abord, il y a un privilège écrit. Vous savez ce que c'est qu'un privilège? En français, c'est une loi privée. C'est une loi spécifique. Ça a été aboli normalement par la nuit du 4 août à 1789, l'abolition des privilèges. Néanmoins, le Qatar est un État particulier qui bénéficie d'une convention fiscale très généreuse avec la France. Le président Sarkozy a signé avec le Qatar, le 14 janvier 2008 à Doha, un avenant à la convention fiscale du 12 janvier 1993 qui existait déjà entre la France et l'Émirat. Cet avenant est entré en vigueur en avril 2009, le 23 avril. Il permet à l'État du Qatar et aux entités publiques s'y rattachant, y compris la famille de l'émir, la famille régnante Al Thani, de bénéficier d'une exonération d'impôts sur les plus-values immobilières et sur les gains en capital sur des biens immobiliers détenus en France. Il y a notamment un article 12, alinéa 1 de cet avenant, qui précise que les gains qu'un État, l'État c'est-à-dire soit la France, soit le Qatar, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlées par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers, ne sont pas imposables dans l'autre État. Donc il n'y a pas d'imposition sur les plus-values immobilières et les gains en capital sur les biens immobiliers. Par ailleurs, cette convention exonère d'impôts sur les dividendes obtenus en France par des résidents qataris. Enfin, cet avenant étend la période d'exclusion de l'impôt sur la fortune des biens situés hors de France pour les citoyens du Qatar résidant en France. En d'autres termes, nous avons affaire à un système exorbitant du droit commun, comme on dit, c'est-à-dire tout à fait extraordinaire. Le régime fiscal privilégié octroyé par la France au Qatar a fait de la France un paradis fiscal pour les Qataris qui, depuis lors, ont procédé à une longue liste d'acquisitions dans l'Hexagone. Évidemment, puisqu'il y a cet avantage d'exonération de toute plus-value immobilière. Les bras armés des investissements du Qatar sont notamment le fonds souverain Qatar Investment Authority, QIA, et sa branche Qatar Holding. Alors, l'investissement de ce petit émirat, dont je rappelle qu'il fait 11 000 km², c'est-à-dire la taille du département de la Gironde, et qu'il compte 2 400 000 habitants, avec d'ailleurs peu de citoyens qataris, et dont la richesse provient en fait d'un champ de gaz énorme qui a été trouvé dans le golfe arabo-persique, les investissements sont impressionnants. Parmi les investissements immobiliers du Qatar, et notamment du Qatar Investment Authority, je listerai l'immeuble Virgin sur les Champs-Élysées, l'immeuble du Figaro à Paris qui abrite aussi plusieurs services de l'ambassade américaine, l'immeuble HSBC de la banque HSBC sur les Champs-Élysées, l'hôtel de Kuala qui a été construit par l'architecte Gabriel au XVIIIe siècle, qui se trouve au croisement de la rue Royale et de la place de la Concorde, à côté de l'hôtel de Crillon, face à l'obélisque. L'hôtel Lambert, qui est sur l'île Saint-Louis, un hôtel particulier prestigieux. L'hôtel d'Évreux, autre hôtel particulier qui, lui, est sur la place Vendôme.
un autre hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel Kinski, et toute une série d'hôtels luxueux de grands palaces parisiens, l'hôtel Royal Monceau, l'hôtel Peninsula, l'hôtel Hilton Paris, l'hôtel Intercontinental, l'hôtel du Louvre, l'hôtel Concorde de Lafayette, l'hôtel du Palais de la Méditerranée à Nice, l'hôtel Martinez à Cannes, et puis également des parts dans la société fermière du Casino de Cannes qui exploite le Grès d'Albion et le Majestic à Cannes. Finalement, il n'y a pratiquement plus que l'hôtel Meurice où nous sommes, qui n'appartient pas encore au Qatar. Il y en a d'autres quand même. J'ajoute que la famille royale qatari possède d'autres actifs immobiliers en propre grâce à un fonds privé domicilié à Amsterdam aux Pays-Bas qui s'appelle Mayapan BV. L'ancien émir du Qatar, Ahmed Ben Khalifa Al Thani, qui était émir jusqu'en juin 2013, s'est offert de nombreuses propriétés luxueuses en France, notamment le château de Marly-le-Roi dans les Yvelines ou le domaine de Fayence dans le Var. À ceci doit s'ajouter, ce qui est quelque chose de très important aussi, les participations en dehors de l'immobilier, notamment du Qatar Investment Authority. En premier lieu, le groupe Lagardère. Le groupe Lagardère, c'est tout à fait considérable, puisque Lagardère possède toute une série d'éditeurs ou de médias. Je citerai Hachette, Armand Collin, Duno, Stock, Fayard, Grasset, Larousse, Calman Levy, Le Livre de Poche, les points de vente relais, le magazine Elle, le magazine Paris Match, le magazine Télé 7 jours, le journal du dimanche, Europe 1, Virgin Radio, RFM, Canal J, MCM, etc., etc. Ce groupe Lagardère est désormais possédé par le Qatar Investment Authority à hauteur de 12,83% du capital, à quoi il faut ajouter 13,03% du capital supplémentaire pour Qatar Holding. Je précise que QIA possède également environ 6% du capital de EADS pour Airbus, 3% de la compagnie française Total, 5,5% de Vinci, qui notamment détient des parkings, des autoroutes, vous connaissez, un peu moins de 5% de Veolia Environnement, 1% de LVMH, des parts dans Suez Environnement, et puis je crois qu'on en parlera tout à l'heure également, en matière de sport, le Paris Saint-Germain et le PSG Handball. Tout ceci donc découle de ce privilège écrit qui est cette convention fiscale qui fait de la France un paradis fiscal pour le Qatar. À ceci s'ajoutent des privilèges non écrits, une espèce de loi coutumière, ce qui consiste en une indulgence tout à fait particulière des pouvoirs publics vis-à-vis des agissements du Qatar en France, même lorsque ceux-ci sont contraires à la loi française. Plusieurs événements médiatisés et qui choquent profondément l'opinion publique française en ont témoigné. Par exemple, le laxisme des pouvoirs publics concernant les aménagements faits par la famille du Qatar dans l'un des plus beaux hôtels particuliers de Paris, l'hôtel Lambert dont je parlais tout à l'heure, situé sur l'île Saint-Louis, qu'elle a acquis en septembre 2007. Plusieurs aménagements ont été dénoncés comme étant contraires aux règles applicables aux monuments historiques classés. En outre, les travaux peu encadrés par les pouvoirs publics ont déclenché un incendie dans le bâtiment en juillet 2013, causant des dommages irréversibles à plusieurs décors inestimables du XVIIe siècle. Aucune enquête n'a été menée et n'a mené à des mises en cause contre les propriétaires de cet hôtel Lambert. On peut y ajouter l'accusation, dans cette série d'incidents qu'il y a pu y avoir, l'accusation pour viol portée contre un diplomate qatari protégé par son immunité en juin 2016. L'affaire a été classée sans suite. On peut y ajouter certains achats réalisés par l'ancien émir du Qatar, Ahmed Ben Khalifa Al Thani, et qui ont été conclus dans des conditions pour le moins troubles. Le rachat des grands magasins du printemps qui fait l'objet d'une information judiciaire pour abus de biens sociaux. Le rachat du Vista Palace de Roquebrune-Cap-Martin, qui est dans le collimateur de la justice pour corruption et trafic d'influence. En 2016, le procureur de la République de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment confiée à la brigade financière au sujet des prestations effectuées par un cabinet français de décoration intérieure sur l'un des yachts de la famille royale du Qatar qui s'appelle le Qatara. Dernier scandale en date, apparu dans la presse il y a quelques jours, en septembre 2017, le laxisme des pouvoirs publics qui ont laissé la famille royale du Qatar se bâtir une villa sur les bords du lac Léman, dans le village de Nerny en Haute-Savoie,
bafouant les règles d'urbanisme, notamment en termes de hauteur de construction, et notamment aussi parce que c'est édifié sur une zone non constructible en partie au milieu d'une parcelle agricole. Alors tous ces exemples ne sont pas tout à fait des anecdotes, puisqu'ils témoignent d'une part de la mise sous influence de l'État français et des pouvoirs publics, qui ont d'une certaine façon renoncé à faire appliquer la loi en France, la loi française en France, et d'autre part du sentiment d'impunité que peuvent avoir certains Qataris en France qui font régner ce qu'il faut bien appeler la loi de l'argent. C'est ici l'occasion de rappeler qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, avait laissé entendre, sans le dire très clairement, mais il l'avait quand même laissé entendre en avril 2017, il y a un article du magazine Capital sur le sujet, que s'il était élu, il mettrait fin aux privilèges écrits du Qatar, c'est-à-dire aux avantages fiscaux dont je parlais tout à l'heure. Force est cependant de constater que le même Emmanuel Macron, depuis qu'il est à l'Élysée, a reçu le 15 septembre dernier le nouvel émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, et d'après les informations dont on dispose, c'est-à-dire aucune, il n'y a plus de nouvelles sur cette volonté d'abolir les privilèges du Qatar en France. Eh bien moi, je pose ici la question, devant tout le monde, nous sommes en démocratie, on a le droit de débattre de tout, me semble-t-il. Je pose la question à Emmanuel Macron, quand allez-vous cesser de faire de la France un paradis fiscal spécifique pour le Qatar, conformément à la promesse électorale que vous aviez laissé entendre en avril de cette année? Mon deuxième chapitre va parler de l'ingérence du Qatar dans la politique française. Je commencerai par le cas particulier de Nicolas Sarkozy, qui a initié la relation assez malsaine entre la France et le Qatar. Au stade actuel, alors moi je ne suis pas dans le secret des instructions, mais au stade actuel, il n'y a que des soupçons, mais convergents, concernant la perception par Nicolas Sarkozy de financement en provenance du Qatar. Ces soupçons émanent de différentes sources, notamment les journalistes Pierre Péan et Vanessa Ratignier, auteurs du livre « Une France sous influence », paru aux éditions Fayard en septembre 2014, qui affirme que c'est le Qatar qui aurait payé le divorce de Nicolas Sarkozy avec son épouse Cécilia pour un montant de 3 millions d'euros. La somme aurait été prélevée sur l'argent versé par le Qatar à la Libye pour obtenir la libération des infirmières bulgares, la mission réussie et très médiatisée de Cécilia Sarkozy. Les Émirats auraient alors versé beaucoup plus que la rançon réclamée par la Libye, et l'argent aurait été déposé sur des comptes en Suisse dont se serait ensuite servi Nicolas Sarkozy pour financer son divorce. L'homme d'affaires Ziad Takedine avait d'ailleurs donné déjà cette version des faits dès avril 2013. En tout cas, moi je ne prends pas parti, mais c'est quand même quelque chose que beaucoup de Français maintenant ont à l'esprit, parce que ça, beaucoup de médias en ont quand même parlé. Ces soupçons semblent suffisamment fondés pour que la grande presse s'en soit fait l'écho. Il ne s'agit donc pas, semble-t-il, de pure spéculation émanant d'individus farfelus. Le deuxième point, c'est qu'au-delà du cas de Nicolas Sarkozy, on assiste malheureusement, semble-t-il, à la corruption croissante d'une partie de la classe politique française par le Qatar. Alors moi, je ne suis pas un expert. Je lis des ouvrages qui sortent. Je renvoie les auditeurs aux révélations assez sensationnelles du livre notamment Nos très chers émirs de Christian Chesneau et de Georges Malbruno. Georges Malbruno qui d'ailleurs prendra la parole, je crois, cet après-midi et qui nous en dira peut-être davantage. Ce livre qui est apparu en octobre 2016. Alors on y apprend notamment, alors moi je me retranche derrière ce que je vois dans cet ouvrage, mais qui a l'air quand même extrêmement bien documenté avec des nombreuses citations, les liens plus que scandaleux entretenu par le député PS, l'ancien député PS Jean-Marie Le Guen, les anciens ministres Rachida Dati, Jack Lang, Jean-Vincent Placé, la sénatrice UDI Nathalie Goulet, le député PS Nicolas Bayes, avec l'ancien ambassadeur du Qatar à Paris qui distribuait largement aussi, semble-t-il, des montres de très grand luxe à certains ministres. Je rappelle que pendant la campagne pour les primaires du Parti des Républicains, pour les présidentielles, Bruno Le Maire, actuel ministre de l'économie, avait reconnu avoir reçu une montre très luxueuse, je crois qu'il valait 85 000 $, il faut quand même le faire, de l'émir du Qatar. Paraît-il, il a dit qu'il l'avait rendue, mais il semble-t-il que ça ne soit pas le cas nécessairement de tous les autres. Et puis sur un troisième volet sur cet aspect de l'ingérence, le financement du Qatar pour la construction de mosquées ou pour certaines associations dans des banlieues françaises.
Le Qatar, s'appuyant sur des relais médiatiques, a commencé à financer des associations dont les objectifs ne sont pas toujours très clairs dans les banlieues françaises à partir de 2011 ou pour l'édification de mosquées. Je disais en préambule que la France est le pays de la laïcité. Je rappelle que la loi de 1905 exclut en France le financement des édifices cultuels, c'est-à-dire pour le culte, par des deniers publics. Mais je rappelle aussi qu'un récent rapport du Sénat explique et creuse le manque de transparence quant au financement, notamment de certaines mosquées. Et en particulier, certains fonds étrangers financent la partie culturelle et pas cultuelle, c'est-à-dire par exemple les bibliothèques ou des salles de restaurants ou des comment dirais-je, des pouponnières d'enfants de ces établissements, mais ça prête évidemment à bien des incertitudes parce que quand on construit une mosquée, qu'est-ce qui appartient à la partie culturelle et qu'est-ce qui appartient à la partie culturelle. Je rappelle aussi que les mairies peuvent accorder des baux amphithéotiques de très longue durée, jusqu'à 99 ans, qui permettent parfois de contourner le principe de la loi de 1905, notamment si le bail amphithéotique est accordé à des prix qui sont très très en dessous du prix du marché, sous la pression de certains bailleurs de fonds étrangers richissimes. J'en viens à mon troisième et dernier chapitre, l'influence du Qatar sur la diplomatie française. Au plan international, la position de la France sur la Libye et sur la Syrie a comme par hasard collé étroitement à celle du Qatar et a suivi d'ailleurs au fur et à mesure les mêmes revirements que le Petit Émirat. S'agissant de la Libye, je rappelle que dans un premier temps, le Qatar a financé la libération des infirmières bulgares retenues en Libye, j'en parlais tout à l'heure. On connaît le rôle de la France et de Nicolas Sarkozy et de son épouse de l'époque dans cet événement. On connaît aussi la façon dont Kadhafi avait été reçu en grande pompe en France. Et puis dans un deuxième temps, le Qatar a poussé à participer à la guerre contre la Libye en 2011, ayant conduit à la chute et à la mort de Kadhafi. Le Qatar a même envoyé 5000 hommes en Libye. Et il faut rappeler que c'est à la suite de l'intervention en Libye de 2011 que le terrorisme islamiste s'est développé en Libye, que la Libye est devenue un pays où l'État central a été désintégré d'une certaine façon, un pays où il y a une espèce d'anarchie rampante, ce que les Américains ont théorisé sous le nom de conflit de basse intensité, un pays dont plus de 65 ou 70% de la population s'est enfuie. La déstabilisation du régime libyen a provoqué une déstabilisation d'une partie du Machrek, un peu du Maghreb et également du pays du Sahel, notamment ce qui se passe au Mali. On en a également les conséquences avec le développement du phénomène dit des migrants en Europe. S'agissant de la Syrie, dans un premier temps, le Qatar avait favorisé les retrouvailles entre la France et la Syrie, ce qui avait conduit Nicolas Sarkozy à inviter le président Bachar el-Assad au défilé du 14 juillet 2008. Et puis dans un second temps, à partir de la mi-2011, le Qatar a complètement changé d'attitude avec la Syrie en lui devenant radicalement hostile, et malheureusement la France. La politique française a suivi exactement le même mouvement. Résumons d'ailleurs cette séquence parce qu'elle mérite d'être rappelée. En 2009, c'est la stratégie des 4 mers développée par la Syrie. Syrie qui veut devenir un centre de transit des hydrocarbures entre la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer Caspienne et le golfe Persique. Dès 2009, le Qatar propose un projet de gazoduc partant de son champ gazier de North Dome, traversant l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la Syrie, pour aller en Turquie, puis vers l'Europe. Mais un projet concurrent se fait jour, l'Islamic Gas Pipeline, partant d'Iran, traversant l'Irak et la Syrie pour déboucher sur des exportations de gaz vers l'Europe depuis les ports syriens. En juillet 2011, le président Bachar el-Assad décide de signer avec l'Islamic Gas Pipeline et du coup, le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie sont écartés. Comme par hasard, c'est à partir de cet événement que l'on va assister à la dégradation très rapide de la situation intérieure en Syrie et le Qatar va être ensuite pointé du doigt pour son rôle dans le financement et l'émergence du prétendu État islamique de Daesh en Syrie. Vous me permettrez de rappeler à ce propos que lors de la campagne présidentielle française qui a eu lieu au mois d'avril, j'ai été le seul, je dis bien le seul, des 11 candidats à l'élection présidentielle
a évoqué ces sujets, et en particulier, j'ai été le seul à demander à Emmanuel Macron, devant les quelques 6 millions de téléspectateurs français, lors du débat à 11 qui était organisé à la télévision sur le 4 avril dernier, ce qu'il pensait du rôle du Qatar dans le développement du terrorisme. Je renvoie à cette émission.